Bonjour, monsieur Jean de Dieu Moukani Wangou. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction d'Info du 41 qui visite à travers cette rubrique chaque semaine l'actualité nationale et internationale en recevant une personnalité publique pour analyser, éclairer et décrypter l'information. L'invité de la rédaction aussi a cet objectif en donnant la parole aux acteurs de l'actualité pour recueillir leurs éclairages et leurs points de vue. Jean-Dieu Moukani Wangou, vous êtes né à Mouila le 8 janvier 1960. Vous êtes président de l'Union du peuple gabonais UPG, elle loyaliste, depuis le décès de votre mentor, le président historique fondateur de l'UPG, Pierre Mamboundou Mamboundou. Magistrat hors hiérarchie, président de chambre à la Cour de cassation du Gabon en 2012, formateur attitré à l'école régionale supérieure de la magistrature, vous avez été membre et vous êtes même encore membre du comité des experts de l'OADA, poste que vous avez occupé pendant une dizaine d'années. Vous avez aussi été directeur général de l'école nationale de la magistrature de Libreville de 2012 en 2014. Dans le cadre politique, vous avez mené la tête du Front Uni pour l'alternance du 8 avril au 15 octobre 2015. Actualité oblige, vous avez dressé un réquisitoire d'infraction contre les allégations de l'avocat d'Ali Bongo, maître Claude Dumont-Degui, qui a, dans son monologue diffusé sur les antennes du Gabon Télévision, brandi la menace d'une plainte pour diffamation, et qui a qualifié l'affaire de plainte concernant l'activisme de son client, Ali Bongo, comme une fiction, une machination politique. Que répondez-vous à une telle déclaration? Écoutez, je ne sais pas si cette déclaration mérite une réponse autre que l'effet, rien que l'effet constant. Il se trouve effectivement que M. Ali Bongo Ondimba, qui est son client et pour lequel elle assure la défense, a présenté de manière tout à fait officielle, à l'occasion de l'élection de 2009, un acte de naissance sur lequel nous pouvons, hélas, relever un peu nombre de contrariétés sur son authenticité. À sa propre initiative, il y a eu une campagne de communication qui avait été engagée, qui a ajouté au flou. Rappelons-nous effectivement du journal Le Monde et de cette déclaration de naissance attribuée à M. Ndalakanda, déclaration de naissance qui, hélas, diverge du tout au tout avec celui qu'on a retrouvé à Nantes, qui forcément a été déposé, soit par lui-même, soit par son père supposé. Donc c'est un ensemble d'éléments qui se contredisent les uns avec les autres, qui forcément impliquent à s'interroger. Nous voulons simplement que la vérité soit dite à l'action, la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Parce que de fiction, c'est beaucoup plus en face de son côté que nous semblons relever celle-ci, à partir d'un certain nombre d'éléments qui, hélas, ne brillent pas par notre affaire. À ce sujet, vous avez saisi la Haute Cour de justice au fin de constater le faux en écriture publique du président gabonais et l'irrecevabilité de son acte de naissance pour le 2009. Qu'en est-il de votre saisine à nos jours, sachant que les plaintes en l'encontre d'Ali Bongo, que ce soit celles de Libreville et celles de Nantes, ont été classées sans suite? Vous, le juriste, pouvez-vous nous expliciter quel sens revêt ces décisions judiciaires? D'abord, la qualité de notre état de droit. La Haute Cour de justice est une juridiction prévue par la Constitution, la plus haute loi de la République, qui indique que la République est un espace de responsabilité. Il n'y a aucun emploi, aucune position qui ne puisse entraîner la responsabilité si tant est qu'on s'emploie mal à l'intérêt de la nation. Ainsi donc, en l'article 78, la Constitution de la République gabonaise expose devant la Haute Cour de justice que les membres du régime, c'est-à-dire le chef d'État, le vice-président de la République, les corps constitués, les membres du gouvernement et les juges de la Cour constitutionnelle, chaque fois qu'ils sont pris dans les liens d'une infraction pénale. J'ai estimé donc qu'il était du droit du citoyen, puisque cette constitution prévoit une initiative citoyenne,
j'ai pensé qu'il était de mon devoir de pouvoir saisir la Constitution pour que le chef d'État s'explique en raison de ces contrariétés. À ce jour, cette juridiction n'a pas pu se tenir au motif que les autorités de nomination se sont gardées de mettre en place cette juridiction-là. Il s'agit d'une belle entrave à l'action de la justice qui, par elle seule, est justifiable en cours de justice parce qu'elle constitue une autre trahison. Je vous annonce déjà, je vous en fais à ce titre-là la primeur, je vous annonce que je vais saisir la haute cour de justice pour entrave à l'action de la justice. Et naturellement, les autorités de nomination doivent avoir la réponse. Sur cette question, donc, il y a beaucoup de précisions à apporter. La première, c'est la saisie de la haute cour de justice qui démontre qu'au-delà de la lettre, la belle lettre qui montre que les membres du gouvernement peuvent répondre à la haute cour de justice, la réalité pratique montre que les autorités de nomination se sont gardées de désigner les magistrats qui doivent siéger au sein de cette juridiction pour les 3 ans, pour le mandat de 3 ans. Et de ce fait, que le régime s'est organisé une impunité. De ce fait donc, les membres du régime au pouvoir, naturellement, se sont placés au-dessus de la loi, en dehors de la loi, ils sont hors de la loi. C'est une réalité implacable à ce jour qui appelle que nous puissions le faire savoir au monde entier. Je suis heureux que votre entreprise nous permette de l'étudier. Ensuite, il y a à minima les saisines qui ont été opérées par Tourmaline Bonjou, à qui je lance un salut patriotique, et Mme Onaïda Bongo Ondimba, à la fois à Nantes, Mme Bongo Ondimba, Onaïda, et à Brésil pour M. Tourmaline Bonjou. La particularité de ces saisines qui est dans le fait que l'un et l'autre ont choisi de s'adresser au procureur de la République parce que pour aller en justice, le procureur est l'une des voies. Pour saisir la résolution du jugement, le procureur est l'une des voies, l'autre voie étant celle du juge d'instruction. La réalité qu'il faut comprendre, c'est que le procureur n'est que représentant de l'État au sein de juridiction, et donc attaquer le chef de l'État au Gabon, bon, pour M. Mbonjou, parce que chaque saisine qui poursuit M. Akasaga vise par derrière M. Ali Bongo Ondimba. Naturellement, en s'adressant au procureur pour celui-ci, renvoie le dossier devant la juridiction de jugement, était une gageure. Donc le procureur a placé sans suite la saisine, la plainte de M. Bonjou, qui entendait en montrant que M. Akasaga se fourvoyait que le chef d'État a usé d'une personne. Il en est de même pour Mme Onaïda qui, elle, attaque le service central d'État civil de Nantes, qui a produit un document dont le caractère faux est tout à fait établi. Elle attaque le temps français au motif que celui-ci tient pour vrai un document visiblement faux. Et sur le caractère fautif de ce document, il suffit simplement de voir que cette déclaration est censée être signée de M. Nzalakanda, maire de cette époque-là, dit-on, ce qui n'est pas vrai, et la signature c'est celle de M. Mabongo, qui n'est pas M. Nzalakanda. Donc rien qu'à ce titre-là, c'est un document dont la fausseté ne me paraît pas du tout discutable. Il se trouve que le procureur a trouvé à discuter en disant je ne veux pas avoir à examiner quoi que ce soit de cette déclaration, parce qu'elle a été faite à Libreville, et c'est aux autorités gabonaises de pouvoir le faire. Donc, en fait, il s'agit là d'un débat éthique dans lequel, à la fois M. Tourmaline Bonjou et Mme Onaïda Bongo Ondimba ont poussé nos juridictions en montrant si elles sont capables, par les représentants de l'État, d'un minimum de soupçon. Voilà ce qu'il faut comprendre. Autrement dit, ça n'est pas un enfermement, ça n'est pas un rejet, ça n'est que l'expression d'une vérité qu'il fallait éprouver. Mais vous et vos pères du Front Union de l'Opposition,
Vous faites mention à chaque sortie publique d'une justice aux ordres. Pensez-vous gagner cette bataille judiciaire, tandis que il y a un fait que vous effacez à chaque fois, c'est-à-dire que la justice est embrigadée, serait embrigadée par le pouvoir? De toute évidence, si la haute cour de justice n'était pas embrigadée par le pouvoir, elle aurait pu effectivement convoquer ses juges et vider sa saisine en raison, bien sûr, des initiatives que j'ai prises. C'est l'exemple le plus emblématique de cet embrigadement des juridictions par le système. Et pourquoi continuez-vous alors cette bataille judiciaire? Nous sommes des républicains et nous voulons éprouver les limites de la République. Nous voulons montrer que la République ne tient qu'au principe, qu'à l'affirmation, que dans la pratique, la République ne se démontre pas, et c'est cela qui est important, à ce niveau-ci, d'éprouver vis-à-vis de nos partenaires qui pourraient en douter. Naturellement, nous prenons la responsabilité à un moment donné. En tout cas, le peuple sera invité à se déterminer de manière définitive. Vous avez été au cœur d'un bad buzz médiatique, notamment quand il s'est agi de votre nomination au gouvernement. Pourquoi avoir démenti la consultation faite par le président Gabon Ali Bongo avant votre nomination, avant bien entendu que le quotidien de l'Union non publie les provisuels? Aviez-vous l'intention d'entrer au gouvernement, Ali Bongo? Du tout. Du tout. Là également, je voulais éprouver les pratiques républicaines. J'ai eu, bien sûr, à cet effet pour beaucoup de choses dans leur juste proportion. En tant que citoyen, j'ai eu le privilège d'être invité par le chef de l'État à sa demande. Bien sûr, cette invitation se fait à la suite des émissaires qui vont envoyer pour m'informer de ce que le gouvernement allait être banni le lendemain et que mon nom y a été inséré. J'ai été le dire en face pourquoi il n'était pas simple la démocratie que je puisse, en tant qu'opposant et en tant que chef de commission à cette époque-là, que je puisse intégrer un gouvernement dont les conditions d'ouverture n'étaient pas tout pertinentes. À ce sujet, vous faites mention d'émissaires qu'on a commis pour vous approcher concernant la consultation suite à votre nomination que vous avez votée en touche au gouvernement. Plusieurs adhérents du camp du pouvoir vous accusent ostentatoirement d'avoir été complices d'un acte de compromission et que vous aurez reçu une somme colossale d'argent de la part des émissaires du palais présidentiel, notamment le directeur de cabinet Meksa Kondressi et Yves Fernand Fondi, coordinateur du plan stratégique émergent à la présidence, en vue d'accepter notamment la nomination ministérielle. Que répondez-vous à de telles accusations? L'aviez-vous rencontré et quels en étaient les buts? J'ai rencontré, je confirme, M. Meksa Kondressi et M. Manfondi en qualité d'émissaire mandaté par le chef de l'État qui m'a rencontré, je confirme. Je confirme qu'après avoir repoussé l'offre qu'ils m'ont faite, que j'ai été invité à rencontrer le chef de l'État en dit davantage, je confirme. Et lorsque j'ai été rencontrer le chef de l'État, les hypothèses étaient là évoquées pour justifier mon entrée au gouvernement n'ont pas paru convaincantes. Je les ai repoussées. Mal m'en a pris, parce que malheureusement, ils se sont confrontés dans l'idée que dans les mœurs politiques du Gabon, les grandes convictions, bien souvent, s'arrêtent à la porte de l'entrée au gouvernement. Ils ont effectivement poussé l'autre en me nommant, alors même que j'avais pris la précaution de décliner l'offre. Tout naturellement, j'ai réagi sur la place publique pour dire non, non et non. Il se trouve que c'est un précédent. C'est un précédent fâcheux pour l'image du chef de l'État, un précédent fâcheux pour ces certitudes selon lesquelles nul ne résiste à l'entrée au gouvernement. Et donc en représailles, j'ai eu droit à toutes les entourloupes, mais je crois qu'elles ont fait leur temps et les Gabonais aujourd'hui savent que de tout ceci, il n'en est rien. Donc j'ai jamais eu l'envie d'entrer dans un gouvernement, en tout cas dans ces conditions-là. J'estime qu'en République, il y a des règles et l'éthique républicaine veut que la majorité gouverne et que l'opposition, à minima, s'oppose, à maximum s'oppose. Je ne bouge pas de cela. S'agissant des sommes avancées ça et là, elles relèvent tout simplement de la simple population, et donc je ne pense pas avoir à descendre dans ces états. Donc vous refutez
radicalement ces accusations? Ça n'honore pas la politique. Malheureusement, je constate que c'est la règle là-bas. Ils ont une autre approche de la politique, qui n'est pas la mienne. Hélas, à ce niveau-là, nous naviguons entre deux eaux. Nous allons revenir un temps soit peu sur les consultations que vous avez menées à travers une mission aux États-Unis. Et vous êtes en Europe depuis quelques semaines, sinon quelques mois, pour une tournée européenne. Quels sont les objectifs de ces consultations hors des frontières gabonaises? J'ai décidé de me mettre au service de la République, au service de la démocratie, au service de la construction d'un nouvel avenir. Et c'est ça qu'il faut courir à travers le monde pour rencontrer les partenaires à la bonne règle, les partenaires au lendemain meilleur, les partenaires pour un nouvel idéal. Et je suis heureux des résultats que j'ai engrangés. Vous avez été aux États-Unis pour l'émission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai eu le privilège d'avoir été invité par le Congrès américain. Pas moins que cela. Cela situe le niveau à la fois des enjeux et des richesses. Je n'en dirai pas plus, hélas. C'est les semaines et les mois à venir qui suivront. Ensuite, je suis en Europe, je rentre de Bruxelles notamment, le siège de l'Europe. J'étais à Paris, je suis revenu, j'ai été un peu partout alentour. Et je pense que j'ai eu des oreilles attentives sur la cause du Gabon. Et tout s'est complètement donné encore davantage l'envie d'entreprendre, l'envie de se battre pour cet espace qu'on appelle Gabon. Vous êtes un ténor de la critique d'institutions, transition, élection. Pouvez-vous nous en expliciter le fondement? Quelle vision pour y parvenir? L'institution, transition et élection, ça n'est que l'expression cohérente qu'il faut apporter aux faits et à l'environnement qui peut chez nous. L'élection de 2009 a révélé à l'opinion que le chef de l'État s'est installé à la tête de la République à la faveur d'un grand réseau frauduleux, d'un concert frauduleux qui implique autant d'intervenants connus et reconnus. Il faut donc démêler cet écheveau et cela participe à la fois à redéfinir le modèle gabonais, le nouveau modèle gabonais. Dans cet esprit, le chef de l'État étant impliqué au plus haut point dans le réseau qui l'a conduit à la vie du pays, il faut absolument qu'il en réponde et les conséquences immédiates de cela, c'est qu'il soit destitué. C'est pour cette raison que, me semble-t-il, il était important que dans la démarche politique, dans le combat politique de le nôtre, celui de foi du changement, nous ne devons pas nous départir de ce bénéfice d'inventaire à opérer à partir de ce qui est passé en 2000, parce que c'est fondateur de l'environnement actuel. La définition donc tombe sur le sens. Celle-ci réalisée, et je veux que tout le monde nous rejoigne progressivement, je pense qu'il est bon que nous puissions nous répartir le temps nécessaire à la fois pour la relecture du corpus légal gabonais, mais également des procédures officielles, pour que nous puissions les configurer aux exigences de la transparence et de la démocratie. Donc, une transition saine et sereine, suffisamment responsable, doit être observée par les acteurs politiques du Gabon pour réécrire notre modèle, parce que sinon, à défaut, nous continuerons dans le cœur obscur actuel, et on n'ira pas. Ou, en fait, c'est celui qui détient les rames de la République et les procédures de la République qui en impose et place tout le monde sur le fait accompli. Donc, la transition me paraît, à la suite de la destitution, la posture dans laquelle les enfants du pays, les fils de la République, devraient pouvoir se retrouver ensemble pour déterminer le nouveau modèle gabonais. À la suite de quoi, après bien sûr la remise en ordre de tout, nous pourrions aller aux élections de manière tout à fait sereine, et des élections qui, elles, porteront le meilleur continent à la tête du pays, et les autres se le soutiendront derrière. Donc la DTE, destitution, transition, élection,
me paraît être la réponse à la fois sécurisée et cohérente pour pouvoir approcher les solutions de notre République de manière tout à fait cohérente. N'est-ce pas là utopique de penser que Ali Bongo, s'étant déjà déclaré à la présidentielle 2016, se retirerait à travers une critique dont on voit bien, vous n'arrivez pas à démontrer la partie opérationnelle de cette critique. Donc n'est-ce pas utopique de penser qu'à 6 mois de l'élection, cette critique-là soit réalisée? Et sinon, quelle est la méthode concrète pour y parvenir? Alors, l'utopie ou l'illusion, c'est aussi un peu le rêve. Et le rêve est dans la perspective. Le rêve est porteur, nous semble-t-il, à certains égards, de ce souci d'innovation. Oui, nous voulons innover. Maintenant, vous dites que le mot de personne n'est pas visible. Mais il y a une clarté. En saisissant la haute cour de justice, nous montrons bien que nous entendons nous servir de l'arsenal juridique républicain pour pouvoir parvenir à cela. C'est simplement qu'en face, nous constatons que nous n'avons pas de républicains au sommet de la République. Puisque si tel avait été le cas, la haute cour de justice existerait. Rappelons que dans sa mise en œuvre, elle n'a pas à être mise en place lorsqu'une affaire arrive. La haute cour de justice est une juridiction non permanente, je veux dire, non permanente parce qu'elle ne travaille pas au quotidien, mais c'est une juridiction qui est parfaitement configurée pour répondre aux demandes de justice, puisque ces membres y sont nommés pour un mandat de 3 ans chaque fois. Oui, il pourrait arriver que pendant une mandature, il n'y ait pas d'affaires, c'est tant mieux. Mais le juge existerait. Sauf que là, on se rend compte que la loi a prévu que ces juges soient nommés tous les 3 ans par les autorités de nomination, mais en vérité, jamais ils n'ont été désignés, de sorte qu'en fait, avec la même la loi qui prévoit que cette juridiction existe, la main opportune des membres du régime a tout fait pour qu'elle n'existe pas. Donc, le débat n'est pas de notre côté. La préoccupation est dans les mœurs de la République qui, de manière pratique, organise l'impunité et place l'État au-delà de la loi, en dehors de la loi. Alors, la justice en deux monde de prisonniers, il doit pouvoir viser. Si les mandataires, que sont les juges, les délégataires, ce sont les juges, à la fois n'ont pas été mis en place sur ce sujet, le peuple prendra ses responsabilités. Voilà ce qu'on dit. Lors de votre présidence du Front, vous avez mené une bataille pour que justice soit faite autour des activités obscures de la holding familiale des Omar Bongo Ondimba d'État énergie qui avait été révélée au grand jour par le très réputé Mediapart, média français. Qu'en est-il aujourd'hui? Je dirais que nous sommes non pas la case départ, mais en train de conforter nos convictions sur la démarche enquêtante. À ce jour, nous faisons le tour de la documentation nécessaire parce que le moment venu, nous reviendrons fâcheusement devant les juridictions compétentes pour pouvoir effectivement avoir suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène criminel est éternel, que les communiques l'entendent, puisque au terme de la Constitution de la République, il est consacré le fait que les fonctions de chef de l'État sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée à caractère rémunérateur. Et il se trouve que lorsque M. Omar Bongo a été rappelé à Dieu, sa famille a commis l'audit de l'État synergie, révélant au monde que la fortune laissée par Omar Bongo à ses fils a été constituée à la faveur des activités commerciales, ce qui s'inscrit en porte-à-faux avec les dispositions pertinentes de la Constitution. À partir de là, il faut effectivement faire le point, mais tout le point du phénomène délinquentiel, du phénomène criminel, et le moment venu, voir comment saisir la gestion et quelle juridiction. Revenons sur les activités de l'opposition.
Les divisions sont perceptibles aujourd'hui au sein du camp de l'opposition, quand bien même, récemment, vous avez appelé à l'union sacrée de toutes les forces de l'opposition pour empêcher la candidature du Bongo. Pensez-vous parvenir à l'unité afin d'accroître vos chances de battre le candidat du pouvoir? Quels sont aujourd'hui vos rapports avec M. Champing, qui d'ailleurs n'a pas manqué de dénoncer l'espace médiatique, notamment vos dissidences? Je ne parlerai pas de division, je préfère parler de clarification. Je pense que par la pratique, nous avons identifié les points qui nous divisent. J'ai lancé un appel à l'union sacrée pour que chacun dans sa différence puisse évaluer la contribution qu'il doit apporter à cet effort républicain nécessaire pour libérer le pays. Ça, c'est l'essentiel. Et à ce titre-là, M. Jean-Pierre est un acteur important qui doit prendre sa place dans ce débat. Nos rapports sont tout à fait normaux et ils sont appelés à s'améliorer, me semble-t-il. En tout cas, celle de mon début. Vous ne reconnaissez pas la désignation de 16 partis membres du Front, signataires de la charte du Front et de l'opposition, ces partis qui ont désigné comme candidat unique Jean-Pierre. Que reprochez-vous à ces désignations? Moi, je leur reconnais le droit de pouvoir s'organiser, tel qu'ils ont estimé avoir à le faire. Oui, je ne vais pas partager cette manière de faire, mais plus qu'à l'espace de liberté, ils sont parfaitement libres d'exercer dans le sens qui leur plaît. Le plus important est que nous puissions parvenir au résultat commun, c'est-à-dire libérer le pays. Pour rester sur ce point lié à la candidature unique, êtes-vous toujours porteur de l'idéal d'une candidature unique de l'opposition? À quelles conditions? Quelle serait pour vous la méthode de désignation cohérente? Seriez-vous candidat à la présidentielle 2016? Sur la méthode, je ne peux pas me prononcer officiellement avant que le choix me le fasse. Il est important que la réflexion se fasse au sein du champ d'état-major. Oui, nous portons l'idéal de proposer, d'abonner un candidat qui représentera le front dans notre configuration. Et à ce titre, mon parti va tenir un congrès au cours duquel il va avoir à se prononcer sur la présentation de l'obligation d'un candidat à la primaire. Au cours de ce congrès, M. Moukani, est-ce qu'il sera aussi au cœur de cette paix des braves souhaitée entre toutes les factions de l'UPG? Je n'en ai pas du tout la conviction, puisqu'on m'annonce que M. Moukani de l'UNI, de l'UPG, va avoir à tenir un congrès MDC. Mais le fait le congrès congrès qui est un peu régulier, ce qu'on a installé, il y avait des fonds de parti. Une dissidence en interne a fait signaler la participation du pouvoir avec le pouvoir. Elle est minoritaire, elle est totalement réfractaire à la fois à la tradition et au combat du parti. Et là-dessus, je voudrais appeler les opposants à rester vigilants pour ne pas se laisser abuser. Parce que naturellement, dans la petite ville d'Indé, j'imagine que le milliard de la République, dont les populations des maisons privées seront à l'ordre du jour pour leur faire miroiter un bonheur qui n'existe pas, juste pour les besoins de la paix. Pour revenir sur votre question, je vous annonce officiellement que je flanquerai ma candidature, naturellement au congrès de mon parti, et si mes collègues agressent cela, l'UPG pourrait présenter ma candidature en tant qu'ancien le congrès. Donc la méthode de désignation pour vous passerait par les états-majors et ensuite donc par une primaire qui dit pas son nom, à 6 mois de l'élection présidentielle. Mais il n'est jamais, d'abord il n'est pas tard. Je voudrais ici réfuter l'argument selon lequel il est trop tard. Nous sommes à 4 ou à 5 mois de l'élection, et ça me paraît être
un délai suffisant pour nous permettre de mettre en place notre agenda. Alors, il se trouve que, malheureusement, la démarche erratique du chef d'État semble nous donner la mesure du départ. Mais en réalité, à 5 mois de la fin de son mandat, monsieur présente sa candidature et se trouve privé des ressorts utiles au fonctionnement de la République. Et tout le monde pense qu'à lui, c'est pas présenté, il faut se précipiter. Non, l'agenda du front se fera parce qu'il va se faire, et nous disposons du temps nécessaire et suffisant pour faire le tour du Gabon, pour tenir nos caucus nécessaires, pour tenir notre primaire, une primaire citoyenne qui va inviter les Gabonais à prendre part à la prochaine désignation. Nous n'irons pas à des conclaves restreints pour désigner qui que ce soit. Le peuple doit désigner son candidat. Assistons à un climat de pré-campagne au Gabon. D'ailleurs, plusieurs ministres et hauts cadres affiliés au pouvoir sont désormais sur le terrain. Quel est votre ressenti par rapport à cet état de fait, souvent constaté à chaque échéance électorale? Ce qui montre bien à la fois le peu de culture, mais surtout toute espèce de tradition malveillante qui s'est installée par la mauvaise pratique du gouvernement et du système démocratique. L'administration est impartiale. À ce titre-là, elle doit être totalement, mais alors là, totalement laissée à la marge du phénomène politique. Or, hélas, les pratiques se sont incrustées, le pays s'est fossilisé dans les mauvaises pratiques. Il est bien que l'administration reste en dehors du jeu politique pour qu'elle puisse servir le public parce que c'est un service public. Actualité oblige pour finir, trois députés fondeurs du mouvement Héritage et Modalité ont été exclus vers un après-midi par le secrétariat du parti au pouvoir. Quel commentaire en faites-vous? Il faut se garder de rester à la marge, en surface. Il faut voir le phénomène dans sa profondeur. Le Parti démocratique gabonais, dans sa pratique de la politique, hélas, n'a de démocratique que le nom. Interrogeons déjà les conditions de sa création. Ce parti se crée en 1967 dans un environnement multipartite à la faveur d'une ordonnance. Donc le chef de l'État prend pendant les sessions pour dissoudre les partis politiques et créer un. Vous voyez que dès le départ, le fait accompli préside à sa mise en place, à sa création. On est d'un homme qui décide et qui en impose à tous. Et ce qui se fait aujourd'hui n'est que la reprise de ce qui s'est fait en 2009 et hélas montre bien à l'opinion que dans ce parti-là, plus on veut de la clarté, plus on va dans l'obscurantisme le plus complet. Et c'est ça qui est à regretter malheureusement parce qu'on le retrouve chez certains qui y ont été et qui pensent toujours que l'entourloupe doit faire figure de règle. C'est l'entourloupe qui est proposé à la République et j'espère que nos amis d'Héritage et Modernité, mais surtout les démocrates français qui sont au PDG, sauront se mettre au-dessus de la mêlée parce qu'il faut que la démocratie s'impose dans nos différentes formations politiques pour qu'elle puisse déteindre la relation tout entière. Je suis malheureux de ce qui se passe du PDG, mais je constate que, hélas, c'est un peu ça leur credo. Tromper, tromper et tromper toujours pour en imposer. Sauf que maintenant, ça ne devait pas passer. En tout cas au niveau de la République. Monsieur Moukani Wangou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi.